Pour connaître nos droits et les faire valoir, informons-nous sur conseilnational.fr. La République est à la démocratie ce que la vache est à la jolie fleur. Oui, la République est à la démocratie ce que la vache est à la jolie fleur. Je ne fais que citer le poète, les mots de Monsieur Brassens quelque peu arrangés, afin de vous souhaiter la bienvenue dans cette dernière émission de la semaine, La Voix du CNTFCH avec La France Libre. Merci de votre présence, excellent début de soirée. La France Libre, ça commence immédiatement avec Philippe, avec Jean-Pierre et vous-même. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir et merci Sylvain pour l'humour. Merci pour l'humour. Une jolie vache dans une peau de vache, une jolie fleur dans une peau de vache, une jolie vache déguisée en fleur. Voilà, ça me revient. Du même Brassens. On est dans une soirée un peu poétique pour ceux qui nous rejoignent. Donc voilà, je voudrais, avant qu'on démarre, parler un peu d'actualité. Alors il y a des choses très bien, notamment au niveau des chiffres. Il n'y a pas que la poésie dans la vie, il y a aussi des chiffres. Donc le chiffre du jour, c'est quoi? C'est 55 milliards d'économies en dollars économisés en moins d'un mois aux USA suite à ce dont on a parlé déjà ici sur ce plateau, suite à l'USAID, c'est-à-dire cette association, ce fonds de pension qui faisait des dépenses sanctuaires et qui ont été coupées. Ils ont taillé dans la masse. Et ils ont économisé en un mois 55 milliards de dollars. Voilà, ça c'est un premier chiffre. Et puis, dans le sud de l'actualité, on s'aperçoit que dans la même logique, alors autant c'était monsieur Musk qui était à la manœuvre dans la précédente, dans les 55 milliards dont on vient de parler, autant pour la suite, c'est monsieur RFK Junior, donc, qui est responsable de la santé désormais, très officiellement, puisqu'il est passé devant le Sénat pour ça et il a été validé. Et donc, il a fait quoi ce monsieur? Lui, il est en train de faire une véritable purge. Il a licencié 5200 personnes qui servaient strictement à rien. Il a taillé dans la masse, il a démontré que tout ça était justifié. Personne n'a râlé sauf ceux qui croyaient pouvoir continuer de travailler dans ces conditions-là. Par contre, beaucoup ont fui avant qu'on ne le leur demande. Ça, c'est remarquable également. Voilà ce qu'on peut dire. Il y a plus de démocratie dans la République que veut rétablir Trump, parce que je rappelle que la République aux États-Unis d'Amérique a été, comment dirais-je, battue. Ouais, c'est le mot qui me vient à l'esprit, en 1871, pour être remplacé par autre chose, quoi, qui est devenu en fait un contrat de société entre une société privée, un consortium, et le Washington DC, District of Columbia, qui donc a disparu désormais. Donc ce changement a permis de récupérer la République à l'ancienne, qui avait été spoliée, dont les États-Unis d'Amérique avaient été spoliés. Et la remarque, c'est de dire que ce que veut faire monsieur Trump de cette République maintenant, c'est plus démocratique que ce que nous avons jamais eu chez nous en France comme République. Voilà, mais on y reviendra sûrement à d'autres occasions. Et puis c'est monsieur Patel, je crois, qui est président désormais du FBI, aussi ça a un mérite d'être signalé, puisque ça s'est joué à peu de choses, il est passé à une voix près, il y avait 2 voix républicaines qui n'ont pas voté pour lui, d'après les chiffres, hein, et donc c'est passé à une voix près, et donc il est, selon les plans de monsieur Trump, lui également, admis dans la grande équipe des big boss, et il est patron du FBI, ni plus ni moins. Voilà ce que je voulais dire en préambule. Avant de continuer, je laisse la parole donc à Sylvain. Ouais, nous allons regarder l'actualité en images. Le résident de l'Élysée s'est exprimé sur les réseaux sociaux. L'actualité en images et on en parle juste après. Emmanuel Macron qui a pris la parole, ça s'est passé hier soir en vidéo sur les réseaux sociaux. J'ai vu ces derniers jours beaucoup de courriers, d'appels, de messages qui arrivaient à l'Élysée avec d'abord un nombre et une quantité qui était inhabituelle et beaucoup d'inquiétudes. Ce qui fait qu'au-delà du théâtre ukrainien, la Russie est une menace pour les Européens si elle continue à être aussi prédatrice. Et en fait, elle l'est. On rentre dans une nouvelle ère. On n'est plus sûr d'avoir ce qu'on appelle les dividendes de la paix. Voilà, je sonne un peu le tocsin ce soir parce que j'ai la conviction qu'on rentre dans une ère nouvelle. Mars 2020, je vous disais, on est en guerre contre le virus. C'était le Covid. Mais la nation a été là soudée. Je vais vous dire, on est en guerre quelque part. Et on doit préparer les guerres possibles à venir et dissuader. Ce que je vais faire, c'est je vais lui dire, tu peux pas être faible face au président Poutine. C'est pas toi. C'est pas ta marque de fabrique. Et puis toi qui veux que l'Iran n'acquiert pas la bombe nucléaire, tu peux pas être faible avec quelqu'un qui est en train de l'aider à l'acquérir. C'est ça ce que je vais lui dire.
Ça, je crois que c'est des arguments qui peuvent porter. Beaucoup de familles françaises pour qui les fins de mois sont très difficiles, pour qui la vie est dure. Et pour cela, je vous invite d'ailleurs à regarder les statistiques. La France est le pays d'Europe où le pouvoir d'achat, depuis 2017, a été le plus préservé, voire pour certaines catégories, a le plus augmenté. Il faut que vous en ayez conscience. Un des pays qui a le plus protégé le pouvoir d'achat. Nous sommes en guerre. En guerre sanitaire, certes. Vous avez remarqué, le pouvoir d'achat depuis 2017 a explosé en France, Ah oui, de mieux en mieux. Ah oui, on a remarqué le prix d'un aliment courant a augmenté du double ou du triple. On a remarqué que c'était beaucoup moins cher. Mais pour qui? Pas pour celui qu'on a besoin, pour celui qui en profite. Mais pas pour le fabricant, pour celui qui taxe le fabricant et le consommateur. Merci d'avoir entendu. Alors, pourquoi moins cher. j'ai utilisé le média européen dans l'actualité en images? Tout simplement parce que je ne voulais pas utiliser les images du résident de l'Élysée. La voix seulement suffisait. Donc voilà. Absolument. Et s'agissant d'un homme de théâtre, eh bien, il a employé le mot théâtre. Et il a dit le théâtre ukrainien. Et c'est pas neutre, parce que il aurait dû dire normalement, en bon français clair, le théâtre des opérations ukrainiennes. Le théâtre des opérations, c'est un sens très précis en militairement parlant. Ça veut dire que c'est là que se passe la bagarre, quoi. C'est le théâtre des opérations. Et là, le mot théâtre prend tout son sens et est parfaitement bien placé. C'est pas ce qu'il a dit. Il a dit le théâtre ukrainien. Donc, il considère que l'Ukraine, ce qui s'y passe, la guerre qui s'y passe, c'est du théâtre. Et ça, c'est pas du tout la même chose que la phrase précédente. Donc voilà, donc ça fait partie de ces petits détails où il nous manipule d'entrée de jeu, de par son vocabulaire, la façon de s'exprimer, de dire les choses. On est manipulé et après il nous dit quoi? On est en guerre. Alors avant, on était en guerre contre le virus. Bon, on savait pas trop bien ce que c'était que le virus. On a eu un petit peu peur, même beaucoup pour certains. On s'est aperçu à la sortie que c'était pas du tout ce qu'on nous avait vendu, mais bon, peu importe. On est venu à bout de ce fléau, de cette guerre en l'occurrence. Mais là, il nous dit quoi? Il nous dit on est en guerre avec les Russes, c'est tout ce qu'il nous dit, quoi. Et il nous envoie frontalement aller discuter avec des armes, les armes à la main, avec M. Poutine. Et qu'est-ce qu'il fait? Il reproche à M. Trump d'aller voir M. Poutine pour discuter avec M. Poutine. Voilà, il lui reproche ça. Alors c'est quand même un comble, parce que normalement ça aurait dû être le rôle de la France, beaucoup en tout cas le pensent, le rôle de la France de jouer les intermédiaires justement entre, eh bien d'une part M. Poutine, avec lequel le pays de Russie avec lequel nous avons des bonnes relations historiques, il n'y a pas de problème, contrairement à certains voisins russes qui eux sont effectivement un peu plus épidermiques quand on leur parle des Russes, mais ça c'est l'histoire qui veut ça. Et puis on aurait pu faire, toujours grâce à M. Macron, on aurait pu faire une discussion entre M. Poutine et M. Trump avec l'intermédiaire de M. Macron. Mais ça ne s'est pas passé comme ça, car il a été discrédité, ou il s'est discrédité tout seul auprès de M. Poutine, notamment, il y a d'autres raisons, mais je pense à celle-ci en particulier, en diffusant tous les échanges qu'il a eus par téléphone avec M. Poutine, en les rendant publics. Alors évidemment, dans ces conditions-là, on peut pas faire de diplomatie. Donc M. Poutine a dû rayer des cadres, a dû dire on parlera avec plein de gens, mais pas avec celui-ci, quoi. Et voilà. Et donc ça fait partie de ce qui se passe aujourd'hui. Et cette guerre-là, elle n'aura, en tout cas, c'est sûr, dans un premier temps, pas de cesser le feu avant un certain temps, puisqu'on n'est pas capable de se parler. Et quand on n'est plus capable de se parler, on continue la diplomatie par d'autres moyens, comme disait Clausewitz. Eh ben, l'autre moyen, c'est la guerre. Voilà. Donc on est en guerre, et là, ça fait un peu plus froid dans le dos que le microbe qui nous avait été présenté il y a 4 ou 5 ans en arrière. Voilà, le virus en l'occurrence, qui n'existe pas parce que nous ne l'avons pas rencontré, nous ne l'avons pas vu sous une plaquette, comment appelle-t-on, sous des lamelles vous savez, sur ces objets électroniques, des microscopes électroniques, voilà. On les a pas vus entre deux lamelles sous microscope électronique, ça n'a pas été montré. Alors on nous a dit qu'on allait les voir, mais on les a jamais vus. Alors, ça, voilà. Donc on attend toujours d'avoir la confirmation qu'il existe bien un virus du Covid-19. Voilà. Donc, pour revenir à Monsieur Macron, il nous dit que l'Ukraine est un théâtre. Donc, probablement, c'est effectivement un théâtre dans lequel s'agitent un certain nombre de personnes pour mesurer les rapports de force d'une guerre, effectivement.
C'est-à-dire que M. Trump, de mon point de vue, il est allé constater auprès de M. Poutine que les jeux sont faits, comme on dit, hein, en termes militaires, les jeux sont faits doublement, parce que l'Ukraine, effectivement, n'a aucune chance de gagner quoi que ce soit contre la Russie, et que l'OTAN, en l'état actuel de ses compétences militaires, n'a aucune chance non plus de s'affronter à la Russie en gagnant. Et ça, c'est un constat. C'est un constat que tout le monde a fait, et a priori, en priorité, les Américains qui sont concernés au premier chef, puisque ce sont eux qui apportent le contingent militaire le plus important, le plus qualifié, avec les armes de pointe et les technologies de pointe qu'on peut imaginer, etc., etc. Or, dans ces domaines-là, les Russes ont pris de l'avance, tout simplement. Donc ça me rappelle l'époque où quand je dis ça me rappelle, je vous rassure, hein, je ne vais pas vous endormir, mais ça me rappelle quand même l'époque où Monsieur Reagan, vous vous souvenez de Monsieur Reagan, ancien président des États-Unis d'Amérique, avait rencontré Monsieur Gorbatchev peu de temps avant la chute du mur d'ailleurs. Hein. Ça avait généré la chute du mur, et ils s'étaient rencontrés à Reykjavik, voilà, qui est la capitale de l'Islande, je crois. Et pour parler tout simplement, effectivement, d'éviter la guerre, tout simplement. Comment on peut faire pour éviter la guerre? Bon voilà, sachant qu'on a les uns et les autres plein de matériel dangereux, etc., qu'on peut se tuer mutuellement, etc. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à l'issue de la réunion, Monsieur Gorbatchev a dit à Reagan, ben on se retrouve dans 15 jours ou dans les réunions habituelles d'ici un mois, quoi. Et Reagan lui répond non, c'est plus la peine, nous on a tout ce qu'il nous faut. Et là, il bluffe complètement Gorbatchev, qui est tombé sur les fesses en se disant comment ça, on va plus se parler avec tout ce qu'on a déjà commencé à discuter. Ah non, c'est plus la peine. Alors pourquoi c'était plus la peine? Alors, Monsieur Gorbatchev a fini par le savoir, mais nous aussi on le sait. C'est que Monsieur Reagan avait donné l'ordre je dirais à toute la base militaire américaine de construire un fameux dôme de protection autour de la planète avec des satellites, ce qu'on a appelé la fameuse guerre des étoiles, par laquelle bien les Américains s'assuraient la suprématie militaire sur l'ensemble du globe et en particulier au-dessus de l'URSS. Ce que les Russes n'étaient pas en mesure de faire parce qu'il n'y avait plus de sous, d'une part, et puis qu'ils n'avaient pas la technologie, et donc ils étaient échecs et maths. Voilà. Alors qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? La même chose, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire que ce sont les Russes qui sont du côté du manche, passez-moi l'expression, et les Américains qui constatent qu'ils ont perdu, donc on va discuter. Hein, voilà, donc c'est normal qu'ils discutent. Voilà, donc ça nous amène un petit peu à l'énoncé du titre de ce soir, le bateau ivre européen. Alors pourquoi européen? Parce que tout simplement, entre la Russie et les États-Unis d'Amérique, les choses ont l'air de bien se passer, en tout cas au niveau du dialogue, alors qu'entre l'Europe et la Russie, ça se passe pas bien, ou ça se passait pas bien, ou ça se passera pas bien, on sait pas bien encore. Alors le paradoxe, c'est que l'Europe était à la botte de Washington pour la moindre chose, et que du jour au lendemain, on va dire que Washington a tiré le tapis sous les pieds de l'Europe, a mis tout le monde par terre, et dit, c'est pas la Russie qui pose problème, c'est pas la Chine qui pose problème, c'est l'Europe, vous rendez-vous compte, vous n'avez pas de qualité démocratique, vous n'êtes pas dans une logique démocrate pour telle et telle raison, et donc, là, ils font une liste, hein. Et puis, il y a d'autres points aussi qu'il faut voir. C'est M. Zelensky qui est au milieu de tout ça. M. Zelensky, lui, il voudrait pourquoi pas arrêter tout ça, mais il voudrait que ce soit pas à son détriment. Et puis, il voudrait s'assurer du parapluie américain. Or, visiblement, il n'a obtenu auprès de M. Vance, lors de sa tournée récente en Europe, justement, que des assurances médiocres d'intervention au cas où, quoi. Donc en clair, vous vous débrouillez tout seul, vous êtes ukrainien, vous avez en face de vous, vous avez la Russie, vous parlez la même langue, donc soit vous vous expliquez, soit vous vous expliquez pas et vous faites la guerre et que le meilleur gagne, quoi. Donc là, ça change la donne. Ça change complètement la donne. Et ça la change à la fois pour M. Zelensky et à la fois pour les Européens, qui évidemment aujourd'hui se retrouvent sur un bateau à rame où il n'y a plus de rame, quoi. Donc qu'est-ce qu'on fait? Voilà aujourd'hui ce qui se passe. Alors est-ce que vous avez des commentaires à faire par rapport à ça? Oui. Si vous permettez, quand vous voudrez. Très bien, allez. Il n'y a aucun souci. Alors, si certaines personnes disent nous, c'est parce qu'ils n'ont pas bien compris que le nous, c'est les sommes des jeux qui sont d'accord à conjuguer le même verbe au même moment. À se conjuguer au même verbe au même moment. Et quand tout le monde est d'accord, la somme des jeux
aboutit à les sommes des sommes, c'est-à-dire c'est beaucoup plus puissant qu'encore qu'une somme. C'est par exemple la somme de Philippe, Jean-Pierre, Sylvain, plus Sylvain, Philippe, Jean-Pierre, plus etc., plus dans tous les ordres qu'on veut. Donc le nous, c'est vraiment très spécial à conjuguer. Et si une personne veut conjuguer le nous, alors qu'il vérifie que nous sommes bien d'accord à se conjuguer au même verbe au même moment. Donc, je suis, et je le laisse libre d'être dans ce que peut-être choisit-il d'être, à savoir, moi je choisis d'être en paix, libre à lui de choisir d'être en ce que choisira-t-il. Déjà, première chose. Deuxième chose, pardon, puisque j'ai dit que le nous, c'était quelque chose de très précis, c'est les sommes de tous les jeux qui sont d'accord à se conjuguer au même verbe au même moment. C'est pas n'importe quoi le nous. Donc je lui laisse son nous ou son genou ou ses genoux. Je sais pas comment il se porte avec ses genoux. En tous les cas, moi ça va. Je suis ce que je suis. Merci d'avoir entendu ça. Et par rapport au virus, qui signifie très littéralement poison, c'est normal qu'on n'ait pas pu le voir sur un microscope. Utile électronique parce qu'il existe actuellement des microscopes. Ça veut dire poison. Donc un poison, ça ne se voit pas au microscope. On peut juste voir des molécules et essayer de savoir si elles nous sont bénéfiques ou si elles nous sont plus ou moins mortelles, etc. Alors, c'est normal. Et pourtant, il existe des microscopes qui permettent de voir les structures moléculaires, de voir les atomes, les couches d'atomes dans les cristaux. Alors, on va nous dire, ah oui, mais on ne peut pas le voir, il est trop petit. Non. On peut voir les couches d'atomes dans un cristal maintenant avec certains microscopes qui sont encore plus puissants que les microscopes électroniques. Donc si on ne peut pas le voir, c'est précisément parce qu'on s'est gouré de termes. Le terme de virus, ça signifie poison. Voilà. Merci d'avoir entendu tout cela. En l'occurrence, le virus là est une chimère. Absolument. Donc la bagarre de savoir si les virus n'existent pas ou bien si ce sont des poisons mal nommés, c'est une délibération qui est encore ouverte et qui n'est pas close et qui continue encore de circuler. Alors, Sylvain, voulais-tu intervenir aussi? Oh bah non, je crois que vous faites l'essentiel. Moi, personnellement, je me réserve dans l'immédiat. Voilà, pour le passage de parole, je vous garderai la plume. Ça marche. Bon, bah donc tout simplement pour continuer avec ce qu'a fait Monsieur Macron à la suite de ces déclarations tonitruantes des États-Unis concernant la dangerosité de la Chine, de la Russie, qui était bien inférieure à celle de l'Europe. Comme disait je ne sais plus qui, chargez-vous de mes amis, non, de mes ennemis, je me charge de mes amis, ou l'inverse, chargez-vous de mes ennemis, je me charge de mes amis. Quand on a des amis comme ça, on peut se passer d'ennemis, comme dirait l'autre. Effectivement, on s'est pris une charge de la part de notre allié essentiel et historique que sont les États-Unis et l'Amérique. Donc il a fallu amortir tout ça. Donc Monsieur Macron a pris l'initiative de réunir, ma foi, tout simplement les pays de l'Europe, qui sont 27 selon mes connaissances plus récentes. Et en fait, il s'avère que tout calcul fait, sont venus à cette réunion 8 pays. Alors pas n'importe lesquels, l'Allemagne, l'Angleterre, l'Italie, la France, je ne vais pas tous vous les faire parce que je les ai pas notés. Mais disons les principaux, comme on disait autrefois, sauf qu'aujourd'hui il n'y a plus de principaux pays, il n'y a que des pays qui sont ISO, qui ont les mêmes pouvoirs, les mêmes puissances, les mêmes prérogatives, les mêmes moyens, etc. Il y a ceux qui donnent de l'argent et ceux qui reçoivent de l'argent, la péréquation, qu'on appelle-t-on ça. Et puis il y a un pays comme par exemple la Lituanie ou la Lettonie ou un des pays baltes. Vous savez-vous combien il y a de millions d'habitants dans un des pays baltes, n'importe lequel? C'est 1 quelque chose million. Et dans ce million-là, eh bien, il y a Madame Callas, qui elle-même a été désignée comme commissaire aux affaires extérieures, aux affaires étrangères. Donc ça veut dire ministre de la guerre, en clair, d'une entité de 450 millions de personnes, qu'on appelle l'Union européenne, et elle représente dans son pays, 1 million d'habitants, quoi. Alors, ça, c'est remarquable. Avoir confié à cette personne qui est aussi peu habituée aux grandes masses, une charge aussi importante que celle-ci. Et puis, en plus, d'avoir pris pour ça quelqu'un qui est historiquement face à face avec, historiquement la Russie, puis l'URSS, puis maintenant à nouveau la Russie, qui est, et c'est logique, l'adversaire, le concurrent, on va dire l'ennemi préféré puisqu'il est voisin. On n'est jamais ennemi qu'avec son voisin, pas avec les gens du bout de la terre. Donc forcément qu'il y a des antinomies, et ça,
c'est quand même un coup de génie d'avoir nommé cette personne à cet endroit-là pour gérer les relations avec la Russie, sachant que cette dame, en l'occurrence c'est une dame, hein, Mme Kallas, elle n'a pas de mots assez forts pour comment dire du mal des Russes en général, hein. Que ce soit des personnes ou que ce soit des systèmes. Donc voilà, donc on est encore dans une utopie où on nous a envoyé avec Monsieur Macron qui joue le chevalier blanc dans cette affaire-là. Et que s'est-il passé à l'issue de cette réunion éclair? Bon, en fait, on a conclu qu'il fallait surtout qu'on reste en contact, hein. Bah oui, bien sûr. Par contre, quelle démonstration de non-respect des règles de l'Union européenne, hein, puisque quand on se réunit et qu'on est 27, on se réunit à 27 et pas à 26, ni à 12, ni à 15, ni à 20. Hein, voilà. Or là, visiblement, il y a 8 pays sur 27 qui ont montré aux autres qu'il y avait eux et les autres, alors que c'est pas comme ça que l'Europe a été pensée, conçue, etc. Or, c'est vers ça qu'on tend aujourd'hui, hein, c'est-à-dire qu'on est vers une logique du sauve qui peut. C'est qui ceux qui peuvent se sauver? C'est ceux qui détiennent quelques armes, qui misent les unes à côté des autres, pourraient faire illusion pendant quelques jours face à une armée comme l'armée russe, par exemple. Hein, voilà. Donc on se fait plaisir en se disant oui, on va. Puis attendez, c'est pas tout, mais on a aussi bien entendu l'arme atomique. Ah ben évidemment, on n'y avait pas pensé celle-ci. Alors avec l'arme atomique, on est les rois du pétrole. Ben, pas tout à fait, parce que nous avons en face de nous des gens qui ont des ogives militaires si rapides qu'elles peuvent intercepter n'importe quelle ogive militaire occidentale, là évidemment la détruire, et voilà. Et donc il y aura plus d'ogive militaire française, même si elle est chargée au nucléaire. Bon voilà. Donc tout ça est un peu illusoire, c'est-à-dire que la menace nucléaire a été remplacée par l'apparition d'autres armes, exactement comme Reagan à une époque avait fait apparaître la guerre des étoiles, qui était une façon alternative de faire la guerre et de penser la dissuasion nucléaire. Aujourd'hui, cette dissuasion nucléaire, elle n'est pas pertinente, pas plus pertinente qu'au temps de Reagan, elle n'est plus pertinente. Or, on nous la met tout le temps sous les yeux, on nous en parle tout le temps, mais c'est une fausse piste, voilà, militairement, hein, j'entends. Hein. Donc voilà, on est en train de s'amuser avec des choses aussi graves que ça, et pendant ce temps-là, on fait la nique à Monsieur Poutine en lui disant qu'il est méchant, qu'il n'est pas gentil, qu'il a envahi l'Ukraine sans raison, bien sûr. Hein, on ne sait jamais, on ne va jamais jusqu'à dire pourquoi il a envahi l'Ukraine, parce que ça risquerait de nous charger le cerveau hein, en explications diverses et variées. Bon voilà, donc nous sommes là. Oui, j'entends quelqu'un qui veut prendre la parole. Jean-Pierre. Non, je souris parce que j'entends des mots charger le cerveau. Je la trouve très drôle, charger le cerveau. Eh oui. Alors aujourd'hui, si tu veux, ce qui est terrible, c'est que l'Allemagne, l'Italie, la France, qu'on a comptabilisé parmi les 8 pays qui se sont... Excuse-moi Philippe, pour Oui. une fois, je vais t'interrompre ta parole. Oui, Ouais. effectivement, j'avais à parler. Et j'ai dit non, je m'amuse, mais effectivement, j'avais levé la main. Donc, je te relaisse finir ce que tu as à dire et je veux bien la parole après. Alors on fait comme ça. Donc je voulais juste dire aussi que ces pays qui ont été réunis à 8, ils ont vocation peut-être à être les prochains qui vont demander leur départ de l'Europe. Parce que ce sont ceux qui sont des contributeurs nets, financièrement, donc ils perdent de l'argent. Et s'ils se mettent à raisonner comme M. Trump, eh bien il est temps, ou Mme Thatcher à une époque, I want my money back, je veux revoir mon argent. Et c'est ce qu'avait dit Mme Thatcher, donc ça a conduit au Frexit beaucoup plus tard. Voilà. Et là, on s'aperçoit qu'il y a l'Allemagne qui dit, bah oui, moi je veux récupérer mon industrie, j'arrête de fabriquer des voitures électriques et je me remets au diesel. Ce qu'on sait faire et ce que me demande le marché. C'est tout. Donc, on est en train de détricoter tout doucement, mais sûrement, tout l'acquis de cette Europe de Bruxelles, on va l'appeler comme ça, Union européenne de Bruxelles, qui était un machin, qui va se résumer dans l'histoire effectivement à un machin, qui aura été détricoté avec le temps, parce que ce qui fait la politique, ce sont les nations. Ce qui fait les nations, c'est la culture. Et en Europe, on n'a que des fédérations de nations et de cultures. Et sûrement pas un amalgame d'une seule à mettre dans un mixeur et pour obtenir quelque chose d'uniforme, comme c'est le cas aux États-Unis d'ailleurs. Hein. On a une civilisation beaucoup plus uniforme aux États-Unis avec des variantes, mais beaucoup moins qu'en Europe.
Nous, l'Europe, c'est comme ça, c'est fait comme ça. C'est fait de pays qui ont une histoire différente, qui se sont fait la guerre, qui ont été alliés, qui ont connu plein de situations différentes au cours du temps, avec un contexte totalement différent de celui des États-Unis d'Amérique. Et donc, il est temps de s'en rendre compte et de retourner, je dirais, à des choses plus saines. Alors, pas forcément pour ne faire que du comme avant, mais en faisant d'autres choses. Alors, on dira après comment on peut faire d'autres choses. Alors, je te passe la parole, Jean-Pierre. Merci. J'ai noté des mots qui m'ont amusé. En anglais, an arm, c'est un bras. Et alors je vous le signale quand même, c'est-à-dire qu'on peut prendre les gens dans les bras ou prendre les gens par les armes, c'est au choix, quoi. Ouais. Et puis, j'ai entendu que quelqu'un disait du mal de quelqu'un d'autre. Alors ça s'appelle médire, voire même diffamer. Et on peut faire le contraire, on peut bien dire, et ça s'appelle bénir. Et autrefois, on bénissait tout. L'eau, la terre, le vent, le soleil, on bénissait les semences, les récoltes, la farine, le pain, tout. Tout était béni et on disait du bien des choses. C'est-à-dire que chaque chose était finalement appréciée à sa juste valeur. Chaque chose ou chaque être, d'ailleurs. Je voudrais revenir sur le mot. Alors évidemment, il y a la bombe atomique. Atome, je l'écris, en anglais, A-T, home. H-O-M-E. Et atome, ça veut dire je reste au foyer, je reste à la maison, je reste dans mon cœur. Et je préfère une bombe de cœur, une bombe d'amour, à une bombe dite atomique. Il faut savoir que quand on maltraite les atomes, ils nous le rendent, évidemment. Et c'est un peu ça, la bombe atomique. Nous avons le droit aussi de bien traiter tout être, y compris les atomes, les molécules, les végétaux, les animaux, les enfants, les vieux, et toute forme de vie. Nous avons le droit de bien traiter les êtres. Nous avons le droit de bien nous traiter nous-mêmes, de bien nous prendre à cœur. Merci d'avoir entendu cela. Merci Jean-Pierre d'avoir prononcé le terme béni, parce que ça va me permettre de rebondir sur les journalistes que nous avons actuellement en 2025, qui suivent la doxa de l'État. Oui, ce sont des bénis oui-oui. Ou des bénis non, on ne sait pas. Je voudrais revenir, s'il vous plaît. Quand tu auras fini, Philippe, je reviendrai sur encore une petite expression que j'ai notée. Non, mais vas-y, parce qu'on n'est pas très loin du terme, là. Alors, j'ai entendu un mot qui commence par G, des étoiles, et je voudrais dire qu'il existe aussi la paix des étoiles, le chant des astres, la mélodie de l'univers. Merci. Super, effectivement. Alors nous, aujourd'hui, on est amené à constater que le bateau européen est ivre, c'est-à-dire qu'il ne sait plus très bien où il va. Ayant perdu son repère américain et son allié américain, qui visiblement a choisi son camp, si je puis dire, et je dirais pas qu'il a choisi le camp de Russe, pas du tout. Je dirais simplement les Américains ont choisi le camp américain, quoi. Et en tant qu'Américains, eh bien, ils discutent avec les Russes. Voilà, ça veut pas dire qu'ils sont copains avec les Russes, qu'ils vont faire tout ce que les Russes vont leur demander. Quoique, s'ils arrivent à se parler, et je pense que c'est le cas, et ils devraient tomber d'accord sur un certain nombre de choses, au détriment des intérêts de Monsieur Zelensky, peut-être. Mais je ne crois pas au détriment des intérêts des populations ukrainiennes qui vont voir se dessiner d'autres contours, d'autres frontières, plus en adéquation avec le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. C'est-à-dire que si du côté de l'Est de l'Ukraine, il y a, ma foi, des russophones et des russophiles et des Russes de culture, eh bien, à ce moment-là, il est important de les raccrocher à la Russie. Ça semble du bon sens. Si à l'ouest de l'Ukraine, il y a, à l'inverse, des zones où on parle polonais, où on parle hongrois, on parle tchèque, et on parle roumain, j'en passe peut-être, j'en oublie peut-être, eh bien, il était aussi important que ces populations puissent être raccordées au territoire qui parle de la même locution qu'eux, quoi, la même langue qu'eux. Ça paraît logique. Alors, est-ce que dans les discussions entre M. Poutine et Trump, ce genre d'aspect des choses est pris en compte? J'ai presque envie de dire oui, puisque Monsieur Trump a déjà fait la démonstration qu'il avait en tête le bien des populations. Cette démonstration, il l'a faite par l'argent, c'est-à-dire qu'il a dit que toutes les sommes qui seront récupérées au travers des différentes économies à faire aux États-Unis d'Amérique, eh bien, il y en aura 20% qui vont être envoyés directement au peuple américain. Donc ça, j'appelle ça une volonté populaire. C'est pas la démagogie du tout. Hein. C'est véritablement une volonté de montrer les choses et de démontrer l'ampleur de ce qu'il y a à récupérer également. Donc c'est encourageant pour tout le monde, pour les Américains en priorité, mais pour tout le monde aussi.
Non, voilà, donc le bateau ivre européen, il est ivre parce qu'il ne sait plus dans quelle direction aller, vers quelles alliances se tourner. S'il faut continuer à défier avec des mouvements de menton Monsieur Poutine, s'il faut continuer effectivement, comme on le disait à l'instant, d'avoir des béni oui dans la télévision qui nous parlent aux 20h que les Russes sont quasiment perdus, qu'ils sont au bout du rouleau, qu'ils ont plus de ressources, que voilà les sanctions leur ont coûté trop cher et qu'ils sont à genoux et qu'ils vont bientôt venir nous demander à genoux justement de mettre fin à ces conflits. Eh bien, ces bêtises-là, à mon avis, vont se retourner contre eux et bientôt, on aura des gens qui vont devenir neutres. Puis, béni oui, mais dans l'autre sens. C'est quelque chose que nous avons déjà vécu. Enfin, nous, pas vous et moi, parce qu'on n'était pas nés, mais en tout cas que nos parents ont vécu dans les années 1944-1945, les fameux résistants de la dernière heure qui nous expliquent que voilà, ils étaient des résistants malgré eux et qu'ils ont joué les infiltrés pour le compte de je ne sais quelle organisation. Bref. On va entendre ce genre de choses, il faut s'y attendre, mais dans un premier temps, c'est pas là-dessus qu'il faut s'apesantir. Ce qu'il faut s'apesantir, c'est sur les réparations de tout ce qui a été cassé, démoli, et qu'il s'agit de soigner quand il s'agit des têtes, qu'il s'agit de reconstruire quand il s'agit quand cela concerne des bâtiments. Et puis les corps, évidemment, qu'il va s'agir de guérir également suite à ces milliers, voire ces centaines, voire ce million de personnes qui ont mis fin, qui ont vu leur vie écourtée sur le théâtre des opérations ukrainiennes. Voilà. Oui, Jean-Pierre. Alors, si je peux en venir, justement, Philippe a parlé de réparation, j'en viens à la justice restaurative. Chaque personne qui écoute nos émissions sait que pour le Conseil national de transition français Canal Historique, la justice est quelque chose de très important à condition que ce soit une vraie justice. Et la seule justice à laquelle je veux croire, c'est la justice qui répare les êtres et les choses. Et qui répare aussi notre relation avec l'univers. Merci infiniment d'avoir écouté. Merci à toi Jean-Pierre. Je vais faire un pronostic pour le bateau ivre européen lorsqu'il sera confronté à la vague, à la déferlante qu'est la démocratie. Toucher, couler, tout simplement. Allez, le moment est venu de vous souhaiter un excellent week-end. Prochain rendez-vous avec la France Libre et le Conseil National de Transition Français, Canal Historique. Eh bien, ce sera lundi. Merci à vous, excellente soirée. Merci Philippe, merci Jean-Pierre. Bonne soirée, excellent week-end.